Principal en charge de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications à la primature. Vous êtes ici sur ce plateau le deuxième après Louloubala. Regard sur le Télécom 002, ce sera l'émission d'aujourd'hui. Elle sera consacrée à la fibre optique. Cette émission est une émission qui va donc offrir une tribune au secteur des télécommunications. Elle permettra à vous comme à nous de comprendre ce qui se passe dans le secteur et d'être informés sur les activités de ce même secteur qui est le secteur des télécommunications. Albert Kabea, je pose la question de savoir, pour que nous soyons tous éclairés, on en parle, mais on voudrait savoir, c'est quoi la fibre optique? La fibre optique est une technologie qui est arrivée il y a plus d'une dizaine d'années et qui a révolutionné en fait le monde de l'Internet par sa fiabilité. Ça veut dire que c'est de la fibre de verre qui reçoit de la lumière, qui conduit en fait la lumière et donc à travers ça qui conduit en fait les données qui sont transmises dans la fibre. Et c'est une technologie qui n'a pas du tout d'influence extérieure telle que les problèmes de magnétisme, les problèmes de pluie, de vent ou quoi que ce soit. C'est vraiment une technologie qui est stable et qui nous permet en fait d'accéder au haut débit. Et à quoi elle sert cette fibre optique? Alors elle sert à transmettre la donnée, donc les données qui partent d'un point A à un point B, et à transmettre la donnée à une vitesse, une très très haute vitesse. Et donc vous pouvez envoyer un message de l'Europe. Si vous envoyez un message de l'Europe à ici, à Kinshasa, donc le temps de fermer vos yeux, le message est arrivé. Donc essentiellement dans le domaine de l'Internet, de la transmission. Voilà, exactement. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle va changer dans la vie des utilisateurs que nous sommes? Parce que nous en parlons tous, on l'attend, sans trop savoir un petit peu ce qu'elle va nous apporter. Alors ce qu'elle apporte, effectivement, c'est la possibilité de pouvoir regarder la télé sur Internet, de pouvoir avoir en fait un accès au débit, c'est-à-dire un accès à haute vitesse, pouvoir télécharger rapidement des films sur Internet et pouvoir éventuellement faire du télétravail ou de la télémédecine, parce que là, effectivement, la fibre optique étant symétrique, ça veut dire qu'en fait, vous avez le même volume de transfert à l'arrivée comme au départ. Donc, c'est ce qui simplifie en fait le transfert de données et ce qui permet un nombre innombrable d'applications. Vous pouvez même télécommander à distance une machine. Vous êtes aux États-Unis et vous télécommandez une machine ici. Donc voilà. Alors, je vais utiliser votre côté conseiller principal à la primature, en charge donc des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, pour poser la question. On a l'impression qu'on nous fait languir, notamment par le gouvernement. On a annoncé la fibre optique, on a annoncé qu'on était en retard de connexion, finalement on est connecté, on arrive. Il y a eu même une cérémonie à la SCPT sur le boulevard, mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est 2-3 ans passés, on n'a toujours rien. La nette impression qui s'en dégage, c'est qu'on nous fait languir. Pourquoi ? Ce n'est qu'une impression, heureusement que vous avez parlé d'impression. En fait, il y a beaucoup de travail qui a été fait. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu une connexion à WAX, donc, qui est le câble le plus puissant qui vient de l'Europe et qui est sur le long des côtes africaines, avec plus de 5000 gigas. Donc, c'est un câble qui est effectivement très puissant, sur lequel on est connecté. On a une très très belle station. L'une des plus belles d'Afrique, avec des normes européennes. Et on a une connexion sur Kinshasa, donc avec la phase 1 qui nous a à peu près coûté plus de 50 millions de dollars. Donc station, connexion à fibre, 600 km de fibre jusqu'à Kinshasa. Et donc aujourd'hui, nous avons 5 opérateurs qui sont sur la fibre. Donc, qui sont MTN de Brazza qui est connecté sur notre fibre ici, nous avons RTL qui est connecté, nous avons Tigo qui est connecté. Et donc voilà, rien que pour ne citer que cela, c'est dire effectivement que cette fibre permet aujourd'hui, pour ceux qui utilisent en fait la 3G aujourd'hui, de pouvoir l'avoir pleinement. Ça veut dire que la possibilité pour vous de pouvoir suivre un film sur votre smartphone vient effectivement des capacités que la fibre aujourd'hui offre quand on parle de ces opérateurs-là. Nonobstant cela, il y a les autres opérateurs qui arrivent, qui cognent à la porte et qui souhaitent effectivement accéder à cette fibre. C'est-à-dire que l'infrastructure est là, rien n'est, de toute façon, on ne pourra pas dire que c'est parfait, mais les imperfections existent, mais au moins la technologie est là et elle marche. Et l'État est en train de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour restructurer la gestion de cette fibre et la rendre beaucoup plus, comment dirais-je, ouverte et de manière à ce que les opérateurs puissent avoir le potentiel, pour utiliser réellement le potentiel qui est mis à leur disposition et qu'on n'ait pas de coupure intempestive. Donc voilà, on travaille énormément là-dessus. Il y a beaucoup de projets autour de ça. La Banque mondiale vient aujourd'hui avec effectivement un peu moins de 100 millions de dollars qui va nous aider dans la prise en main de cette fibre et dans le développement de cette fibre. Là, on est à la phase 2, donc la phase 1, c'était Mwanda, sur lesquels effectivement on a dépensé à peu près 70 millions de dollars. On est sur la phase 2 où on est autour de 250 millions de dollars et la phase 3 va aller jusqu'à 600 millions de dollars. Donc c'est pour dire effectivement que l'État est en train de mettre réellement les moyens nécessaires pour que nous ayons accès à la fibre. Et n'oubliez pas la position centrale de la RDC. Nous sommes entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique. Ça veut dire en fait la RDC est le cœur névralgique par lequel effectivement tous les fibres qui sont sur le Pacifique peuvent directement aller sur l'Atlantique sans pour autant passer par le Cap. Donc ce qui est une opportunité et donc par rapport à ça, l'État a pris la décision de pouvoir mettre en place en fait des dorsales qui permettent effectivement ce transfert. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est pas du jour au lendemain effectivement qu'on va aboutir à quelque chose qui puisse satisfaire tout le monde, mais je peux vous dire que sur Kinshasa, vous avez la possibilité, quand vous ouvrez votre smartphone, d'aller sur Internet, de regarder des films, de télécharger des films beaucoup plus aisément que par le passé. Alors, si un de nos téléspectateurs vous a suivi de manière aussi attentive que moi, on a entendu que MTN était connecté ici en République démocratique du Congo, MTN de Brazzaville. Alors, la question c'est de se poser, pourquoi commencer déjà à connecter à l'extérieur par rapport à l'intérieur? Est-ce qu'il y a eu un problème ou des conditions qui ont conditionné ça? Non, je pense que c'est plutôt une opportunité que nous avons eue dès le départ, parce que MTN, normalement, était censé se connecter sur Pointe-Noire, mais étant donné qu'on a été les premiers à avoir accès à la mer, donc MTN, voulant être le premier sur son marché, nous a demandé effectivement, gentiment, de pouvoir se connecter sur notre fibre. Ce qu'on n'a pas refusé, c'était une opportunité financière qui n'était pas négligeable. Et puis par ailleurs, MTN a besoin d'une redondance. Ça veut dire, en d'autres termes, une fibre ne suffit pas, il faut avoir une deuxième voie au cas où la première voie tombe. Donc, normalement, la fibre de la RDC était une redondance pour le Congo-Brazzaville, mais étant donné qu'on l'a ouverte avant, donc MTN a pris l'opportunité de pouvoir se connecter dessus, et je suis sûr et certain qu'MTN s'est connecté au jour d'aujourd'hui sur la fibre venant de Pointe-Noire pour avoir une redondance. Et donc, au-delà de tout, nous étions quand même en avance sur le voie. Oui, bien sûr, nous étions en avance. C'est vrai qu'on a tendance à nous fouetter, à nous flageller, mais là, on était en avance. Bon, certains diront qu'on n'a pas fait exprès, mais je pense que, bon, on a quand même la chance d'être les premiers, et c'est pour ça qu'MTN est venu vers nous. Alors, ce sont les opérateurs de télécom qui vont en bénéficier principalement, si j'ai bien compris. Mais on voit aussi à chaque coin de rue des gens qui creusent. On ne comprend plus, on pose des tubes. C'est bien la fibre optique qui arrive chez nous. Effectivement, je crois qu'il faut bien distinguer les choses. Hein. Vous avez la fibre qui vient effectivement, qui est connectée aux opérateurs, et les opérateurs, à travers effectivement leurs différents services de data, donc de données, nous donnent effectivement cette capacité de fibre. Ça veut dire que la 3G, le maximum de la 3G est 2.6 mégas. Donc si vous avez de la fibre, vous pouvez donner ce maximum aussi facilement et au prix le plus compétitif, parce qu'effectivement, le méga sur la fibre est autour de $500, tandis que le méga sur le satellite est à plus de $4000. Donc vous voyez tout de suite qu'effectivement, il y a un accès beaucoup plus facile. Et non seulement ça, il y a une qualité beaucoup plus élevée à la connexion de la fibre. Donc les opérateurs aujourd'hui qui sont connectés à la fibre nous offrent en fait des services télécoms qui sont de bonne qualité et qui devraient être normalement qui devraient avoir des prix compétitifs. Alors maintenant, ça c'est la partie connexion à la fibre par les opérateurs. Maintenant, il y a ce que vous voyez à Kinshasa, des trous un peu par-ci par-là, on est en train de renforcer. C'est-à-dire que ce sont les opérateurs qui, dans la partie transmission, parce que, je ne veux pas rentrer dans la technique ici, il y a la partie radio, donc la connexion effectivement au réseau, donc notre téléphone se connecte au réseau. Il y a la partie transmission, donc effectivement la donnée doit circuler dans le réseau. Les opérateurs ont souhaité avoir en fait une transmission beaucoup plus costaud.
Ça veut dire, en d'autres termes, avoir une fibre qui permette effectivement de faire la transmission. Et c'est pour ça que vous voyez un peu les trous à gauche, à droite, qui font que les opérateurs sont en train... ils se sont mis tous ensemble pour renforcer en fait leur transmission. Parce que quand vous faites une transmission par microwave, une transmission par les airs, vous êtes à la merci de la pluie, vous êtes à la merci du vent, tandis que la fibre, une fois qu'elle est sous le sol, non seulement vous êtes à l'abri de ces intempéries ou de ces accidents, et en plus de ça, vous avez une capacité de transmission beaucoup plus forte qui est à la limite illimitée. Donc c'est l'opportunité. Et donc ça vient en complément effectivement du service que les opérateurs sont en train de donner sur la partie radio, donc 3G, qui permet effectivement d'avoir un transfert beaucoup plus rapide. Donc vous avez une radio qui est rapide, vous avez une transmission qui est rapide, et vous avez effectivement une sortie qui est hyper rapide, donc par WAX. Voilà. Donc quand je lis sur les panneaux que tel opérateur est sur fibre optique, c'est vrai. Oui, les opérateurs sont sur... Il y en a certains qui ne le sont pas encore, qui sont en train de toquer, comme Orange qui vient en dernière, qui est venu en dernier et qui va sûrement, je l'espère, rentrer dans le club. Mais ce qu'on souhaite, c'est que tous les opérateurs soient là, de manière à ce qu'effectivement nous soyons capables de pouvoir rembourser les dettes de l'État, parce que nous sommes quand même empruntés avec Eximbank, ok, et donc il va falloir qu'on rembourse ces dettes-là. Les 250 millions de dollars entre Kinshasa et Kasumbalesa, ça c'est un prêt d'Eximbank, comme effectivement la trentaine de millions de dollars qu'on a dépensés pour faire les 600 km. Donc voilà, c'est en fait ça aujourd'hui qui fait qu'on a la possibilité de dire que la fibre est une réalité à Kinshasa et ça va être une réalité aussi en province. Alors par ailleurs, je voudrais quand même préciser que à nos frontières, nous avons aussi des fibres qui sont là. À Kasumbalesa, nous avons une fibre qui vient de l'Afrique du Sud, qui est là, une capacité qui est ouverte. Au niveau du Rwanda et de Burundi, nous avons aussi effectivement des connexions qui sont là, qui sont ouvertes, parce que tous ces pays sont irrigués. Au niveau de l'Ouganda, nous avons aussi effectivement une connexion qui est là, qui est ouverte. Étant donné que nous avons un pays continent, c'est vrai que nous sommes en train de penser réellement prendre en compte cela et tirer profit de ces fibres-là pour pouvoir irriguer notre territoire. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Il y a la partie technique, il y a la partie juridique et puis il y a la partie financière. Donc il y a beaucoup de travail encore à faire. Sous quelle forme la fibre va-t-elle arriver à l'utilisateur final, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire chez moi à la maison? Sous quelle forme elle arrive? Est-ce que ce sont ces tuyaux qui vont être connectés ou il me faudrait une antenne ou Alors, elle arrive déjà par la 3G. Ça veut dire que la capacité qu'on vous donne sur la 3G passe par la fibre. Ça veut dire que quand vous êtes à l'aise et quand vous téléchargez les éléments et que vous voyez la vitesse, cette vitesse est occasionnée en grande partie par la capacité qu'offre la transmission de la fibre. Okay, donc ça, c'est un fait. C'est vrai que c'est invisible, mais en tout cas, c'est matériel. Ça, c'est clair. Deuxième chose, c'est que derrière, nous allons sûrement avoir des opérateurs qui vont faire ce qu'on appelle la fibre to home, c'est-à-dire que vous amenez carrément la fibre à la maison. C'est-à-dire qu'ils vont tirer un brin de fibre de la boucle locale et vous tirez ça jusque chez vous. D'ailleurs, il y a un opérateur qui a commencé à le faire, qui est Standard Telecom, je ne veux pas faire de la publicité ici, mais qui commence à le faire essentiellement sur la partie Gombe. Bon, néanmoins, cela va prendre du temps, parce que vous imaginez bien, si vous devez amener la fibre dans chaque maison, ça va prendre beaucoup de temps. Et derrière, nous, l'État, nous sommes en train de pousser ces sociétés-là à pouvoir effectivement s'étendre, à leur donner toutes les facilités nécessaires. Mais je vous avoue que nous sommes encore au début, c'est une nouvelle expérience pour nous, et j'espère que nous allons très très vite décoller là-dessus. Mais l'avantage de la fibre à la maison, c'est qu'effectivement, vous avez effectivement une grande capacité. C'est-à-dire que la fibre à la maison, vous avez une capacité qui devient, entre guillemets, illimitée. Vous pouvez passer à 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas, jusqu'à 50 gigas, si vous souhaitez, selon la capacité que l'opérateur est capable de mettre à vos dispositions. Mais ça, il y a quand même un préalable qui est celui de l'urbanisation. Bien sûr, il y a la voirie qui doit être développée en conséquence. Il y a effectivement l'urbanisation qui doit être prise en compte. Il est vrai. Donc c'est ça, effectivement, la difficulté que nous avons aujourd'hui dans les grands centres urbains concentrés. Et je pense que d'ici quelques temps, une fois que la voirie, parce qu'on est en train de développer la voirie, vous voyez toutes les routes qu'on est en train de faire, donc automatiquement les fibres passent le long des routes. Et donc le développement de la fibre va se faire en fait concomitamment avec le développement de la voirie. La question de la fibre a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il semble qu'il y a une certaine opacité qui entoure la gestion de cette question de fibre. Quelle est la situation exacte aujourd'hui? Moi, je pense qu'il n'y a pas eu d'opacité. Je pense plutôt qu'il y a une mauvaise communication. Et je pense plutôt que la communication, mauvaise communication pas intentionnelle, simplement parce qu'on n'a pas anticipé, je pense, sur la réaction des consommateurs.
les projets qui soutiennent la fibre sont des projets qui sont très très complexes, techniquement et logistiquement, à mettre en place. Et je pense que derrière, les personnes qui étaient dans ce projet se sont plutôt focalisées sur la partie technique. Ils ne sont pas focalisés sur la partie communication. Parce que derrière, il faut bien communiquer ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Quand on est en train de mettre en place une station technique, quand on met en place 600 km de fibre, ben forcément, tant qu'elle est noire, on ne va pas crier, tant que la lumière n'est pas passée dans la fibre, on ne va pas dire, voilà, nous avons mis 600 km de fibre. C'est quand la lumière passe. C'est vrai que les gens, d'une certaine manière, avec beaucoup d'attentes, se sont dit, bon, on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire, mais aujourd'hui, on est bien surpris qu'on soit capable de faire du streaming sur le web avec son smartphone à Kinshasa. C'est grâce à la fibre. Et ça c'est indéniable. Personne ne peut dire le contraire. Ce qui est bien avec la technique, vous savez, c'est que vous pouvez faire le blabla que vous voulez, tant que les deux fils ne sont pas connectés. L'optique sera fonctionnelle pour tout le monde, je veux dire. Vrai ou faux? Ben, elle est déjà fonctionnelle maintenant. La fibre optique, elle est déjà fonctionnelle aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous avons la 3G, avec la capacité que nous avons sur les téléphones, à aller sur Facebook, à faire du Viber, à faire du WhatsApp et envoyer des photos en ligne ou des films en ligne en rigolant, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que les films de 3, 4, 5 minutes, une fois qu'il y a un film célèbre, ça passe dans toute la ville. C'est la fibre qui le permet. Donc la fibre est déjà opérationnelle, sauf qu'elle n'est pas visible. Vous ne pouvez pas. C'est ça qui est difficile. La fibre, c'est pas une chaussure, c'est pas une veste, c'est pas une paire de lunettes qu'on a sur les yeux. Hein. C'est une technologie qui est enfouie sur le sol, donc c'est invisible. Mais on en a déjà les fruits aujourd'hui. Hein. Donc le fait qu'on soit allé sur nos smartphones, c'est ça qui donne. C'est ça la fibre. C'est vrai qu'il y a encore des pannes de temps en temps, des coupures qui font que les opérateurs ont un backup, en fait, leurs satellites, vont sur leurs satellites, mais on est en train de travailler de manière à ce qu'effectivement, il y ait une disponibilité beaucoup plus forte sur la fibre pour qu'il y ait un transfert beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, je vais quand même vous dire que tous les opérateurs qui sont sur la fibre aujourd'hui ont la volonté et souhaitent doubler leur capacité au minimum. Parce qu'ils ont compris, effectivement, que derrière, il y a des opportunités. Alors là, je m'adresse au consultant Albert Kabea. La fibre optique, c'est quand même une question de gros sous. Ça a toujours été une question de gros sous. Les télécoms, c'est toujours les gros sous. Télécom, c'est les gros sous. C'est que les télécoms, bon, il est vrai que c'est une nouvelle technologie, mais c'est une nouvelle technologie sur laquelle tout le monde va. Aujourd'hui, l'Afrique avait été négligée il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, vous voyez Orange qui vient d'Afrique aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est une question de gros sous. C'est une question de gros sous, pourquoi? Parce qu'effectivement, sur chaque seconde que nous l'utilisons, l'État perçoit de l'argent, les opérateurs perçoivent de l'argent, tout le monde perçoit de l'argent. Donc, effectivement, c'est une question de gros sous parce que communiquer devient comme respirer. Et quand communiquer devient comme respirer et que ça coûte de l'argent, ben forcément, c'est une question de gros sous. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 5 millions de dollars par jour. C'est-à-dire que chaque fois, nous faisons allô, allô tous les jours, c'est 5 millions de dollars de chiffre d'affaires sur le territoire. Ce qui est énorme. Okay. Il faut vous dire aussi que les télécoms, c'est le deuxième secteur après les mines. Okay. En RDC. Ce n'est pas d'aujourd'hui. En 1960, quand je suis né, les télécoms étaient déjà le deuxième secteur. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pour dire que, effectivement, le secteur télécom a toujours été un poids lourd dans la contribution au niveau de notre PIB et va continuer à l'être avec toutes les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Quelle est la technologie qui est appliquée, qu'on a adoptée pour cette fibre optique? Bon, il y a plusieurs technologies. Je vais vous dire, la technologie, la fibre, bon, c'est une technologie, c'est la même technologie. Maintenant, ce qui différencie, c'est comment est-ce que vous utilisez la fibre. Est-ce que vous l'utilisez par la 2G? Est-ce que vous l'utilisez par la 3G? Est-ce que vous l'utilisez par la fibre elle-même à la maison? Est-ce que vous l'utilisez par des technologies GPON? Enfin, il y a plusieurs technologies. La 4G qui va arriver, le LTE. Donc, nous sommes dans une démarche aujourd'hui, en fait, les opérateurs sont dans une démarche aujourd'hui, où ils sont très demandeurs, ils sont en train de demander à ce que l'État puisse déjà préparer les fréquences de la 4G, parce qu'ils veulent y aller, parce que vous avez la 4G, vous avez la fibre, donc vous pouvez encore aller beaucoup plus fort sur les transferts de données. Et donc, nous sommes en train aujourd'hui de dégager, en fait, la plage des télévisions analogiques, parce que c'est la plage sur laquelle on aura la 4G, et donc on va aller sur la TNT. Donc la vitesse de migration sur la TNT va nous permettre de libérer la plage qui est en fait destinée à la 4G, et où effectivement les opérateurs vont travailler. Et ils sont très demandeurs aujourd'hui, ça veut dire que cette année, ils demandent déjà des tests sur la 4G.
Donc c'est pour vous dire la demande qu'il y a derrière et l'augmentation de trafic. Et le monde des télécoms est en train de changer aujourd'hui. Aujourd'hui, la voie est complètement banalisée. Aujourd'hui, les services à valeur ajoutée qui s'ajoutent sur la donnée, c'est là où il y a réellement de la main sur les opérateurs. Et c'est là où, effectivement, les consommateurs sont en train d'aller. Okay, qui avait imaginé que plus de la moitié du parc, aujourd'hui à Kinshasa, serait des smartphones, pratiquement. Donc aujourd'hui, l'accès à Internet est à 80% sur smartphone, à plus de 80% sur smartphone. C'est pour vous dire que derrière, il y a réellement un marché et sur lequel, effectivement, l'État doit profiter et comme les utilisateurs doivent aussi profiter. Et les opérateurs, bien sûr, qui sont fournisseurs de ces services-là, ne sont pas en reste, pour ne pas dire en première position. Qui c'est qui aurait intérêt à ce que la fibre optique n'arrive pas ou du moins que son arrivée soit retardée? En fait, personne n'aurait intérêt à ce que son arrivée soit retardée. Et d'ailleurs, je vous donne l'information, on est sur WAX aujourd'hui, il y a ACE, un autre câble qui arrive, je crois l'année prochaine, qui va se connecter à notre station. Personne n'a intérêt à ce que... tout simplement parce que les télécoms contribuent pour 7% au niveau de notre budget national, et c'est plus de 10% de notre PIB. Donc c'est très important, c'est un secteur qui est très important. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui a pu bénéficier effectivement de la fibre. Je crois que la Côte d'Ivoire a 2 fibres aujourd'hui, et il y a une troisième qui doit arriver. La Côte d'Ivoire a 5 opérateurs, comme nous avons 5 opérateurs. Okay, la Côte d'Ivoire a 22 millions d'abonnés, nous avons 22 millions d'abonnés. Aujourd'hui, nous faisons 1,2 milliard de chiffre d'affaires, nous allons faire 1,2 milliard de chiffre d'affaires. La Côte d'Ivoire a déjà plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Okay, donc la différence c'est quoi? C'est tous les services additionnels que nous amenons sur effectivement les infrastructures de télécommunications. Okay, tous les services data qui sont venus et qui font qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire bénéficie absolument des télécoms. Aujourd'hui, le projet infrastructure de la Côte d'Ivoire est basé sur les revenus des télécoms en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas nous demain? Ça veut dire que l'État doit réellement se donner les moyens de pouvoir capter cet argent et de pouvoir réinvestir derrière en infrastructure de manière à ce qu'effectivement les télécoms qui représentent aujourd'hui plus de 10% de notre PIB puissent passer à peut-être plus. Donc nous avons effectivement un champ de croissance vraiment terrible sur les télécommunications. Quand on regarde en fait les autres pays qui ont pu développer ce secteur. Et je vais donner encore un autre exemple. Au Ghana, par exemple, le président actuel a pu gagner ses élections grâce aux télécoms. C'était l'ancien ministre des télécoms. C'est pour vous dire qu'il a saigné le secteur des télécoms et il a fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État et il a pu effectivement surfer dessus pour pouvoir se présenter aux élections. C'est pour dire que le secteur des télécoms aujourd'hui, c'est un secteur qui est réellement porteur, mais tout simplement c'est un secteur compliqué sur lequel il faut venir avec des compétences et qu'il faut avoir une gouvernance qui soit très rigide pour pouvoir en fait en bénéficier à 100%. Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons des gens qui sabotent ou qui ne souhaitent pas que la fibre puisse arriver. Ça serait vraiment être hors du temps que de penser cela. Tout le monde a y gagné. Et l'État y aura toute sa place? Bien sûr, l'État a toute sa place déjà, parce qu'aujourd'hui, dans les caisses de l'État, cette année, les télécoms vont contribuer pour près de 300 millions de dollars. Vous ne pouvez pas dire 300 millions de dollars, vous mettez une croix dessus. Donc c'est quand même important. Pour faire nos écoles, pour faire nos routes, pour faire tout ce que nous avons à faire. Et nous avons besoin de beaucoup plus d'argent. Donc beaucoup plus d'argent, ça veut dire amener une bonne gouvernance dans le secteur des télécoms et faire en sorte que la contribution des télécoms puisse augmenter de la meilleure façon. Je peux vous dire 300 millions de dollars, c'est peu. Nous pouvons aller à 300, nous pouvons aller à 600, 700, pourquoi pas 1 milliard. Et par rapport à ça, la question c'est qui va gérer la fibre optique? Qui va gérer la fibre optique? Aujourd'hui, nous avons une société nationale qui est la SCPT, qui est en train de la gérer pour le moment. Et nous sommes dans un processus de restructuration, effectivement, de cette société pour qu'elle prenne en main cette gouvernance encore beaucoup plus forte et qu'on aille de l'avant. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il peut y avoir des couacs. C'est vrai que, comme dans tout changement, la résistance au changement est toujours là. Mais je pense qu'il faut rester positif. Et je pense aussi que les Congolais ont compris, en fait, les bénéfices de la fibre. Et d'autant plus que le Premier ministre lui-même a pris l'avance là-dessus en mettant en place en fait un processus relativement entre guillemets rigide de la gestion des fonds venant de la fibre, de manière à ce que nous puissions réellement capitaliser dessus et nous puissions de la meilleure manière non seulement payer les dettes qui sont prises sur la fibre, mais et avoir la possibilité de pouvoir réinvestir derrière. Et donc, nous avons mis en place cela. C'est vrai que c'est un processus, on est encore au début, mais j'espère en tout cas que les résultats vont très très vite arriver. Évidemment, la question la plus importante, c'est la question du prix. On parle de la fibre optique. Demain, on va tous y aspirer.
ou presque, mais combien cela coûtera-t-il? Combien coûtera-t-il pour qui? Pour l'utilisateur ou pour l'État? Pour l'utilisateur final. Et je pense que ça, c'est le rôle de la régulation. Et là, je toque à la porte de la régulation pour que la régulation puisse assumer sa responsabilité au vrai sens du terme. Au jour d'aujourd'hui, nous avons effectivement des prix qui étaient des prix, entre guillemets, qui étaient liés en fait aux connexions satellitaires. Parce que les connexions satellitaires étant chères, c'est tout à fait normal que effectivement les prix que nous ayons soient effectivement élevés. Mais aujourd'hui, quand on a effectivement le méga à $500, on peut avoir la possibilité de pouvoir baisser les prix et pouvoir diminuer en fait pour que l'utilisateur final le ressente. Et je pense que c'est aux régulateurs de pouvoir travailler avec les opérateurs, de faire en sorte effectivement à ce qu'on puisse contrôler les marges que les opérateurs ont sur la partie données pour qu'effectivement l'utilisateur final soit vraiment le réel bénéficiaire. Parce que ça fait partie en fait du taux de pénétration de la technologie chez nous. Nous avons une fracture numérique et si on veut que cette fracture numérique puisse s'arrêter, il va falloir effectivement que les prix puissent aller progressivement à la baisse. Et sans aucun doute, les prix sont en train d'aller à la baisse, déjà avec la concurrence qui se fait entre les opérateurs, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que le régulateur doit effectivement jouer son rôle et le ministère des PTT doit aussi jouer son rôle là-dessus et faire en sorte que celui qui est réellement privilégié soit le Congolais qui utilise en fait cette technologie. Que vont devenir les providers Internet? Que vont devenir nos clés USB? Qu'est-ce qu'on en fait après? Bon, les clés USB, j'espère que dans le futur, dans le proche futur, vous n'utilisez plus les clés USB, comme dans certains pays où la clé USB devient has-been. Ce que je souhaite, c'est que dans les prochains jours, ou dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que vous puissiez avoir un accès total à la fibre, de manière à ce qu'effectivement vous n'ayez plus besoin de ça. Mais par contre, les providers, vous venez de citer, les ISP, bon, nous les avons, et ces providers-là en profitent aussi. Effectivement, quand on parle des opérateurs, on voit le haut de l'iceberg. Mais ces gens-là sont là, et ils sont connectés à cette fibre pour certains, et profitent de cette fibre. Okay, je ne vais pas citer de nom ici pour ne pas faire de publicité, mais toujours est-il que ces opérateurs sont les premiers bénéficiaires de cette fibre, et nous sommes en train de travailler de manière à pouvoir leur donner l'accès facile à cette fibre pour qu'ils puissent améliorer leur qualité de service. C'est vrai, nous avons encore des problèmes techniques de redondance, nous avons encore des problèmes techniques de maintenance pour avoir en fait un service de qualité. Mais je pense que progressivement, on va y arriver. Vous savez, c'est la première. À la première, on n'a pas la même expérience que ceux qui ont fait 10 ans sur la fibre. Donc on est en train de mettre en place des stratégies pour arriver à une qualité qui fasse que ces opérateurs fassent recours de moins en moins aux satellites. Et aussi que ces opérateurs puissent avoir une redondance sur notre fibre. Nous avons déjà négocié avec Brazzaville, par exemple, pour qu'il y ait une redondance sur Brazzaville. Au cas où la fibre ici se coupe, automatiquement, ceux qui sont connectés sur la fibre puissent avoir la connexion de Brazzaville. Okay, donc, ce qui permet une redondance. Parce que, je vais quand même vous dire une chose, et ça, malheureusement, c'est un peu mal compris par les utilisateurs et par certaines personnes qui sont dans le secteur, c'est que pour valoriser une route de fibre, il faut avoir une deuxième route. Parce que la fibre est réellement bonne que quand il y a une redondance. Quand vous êtes un opérateur et que vous mettez $1 million ou alors $500 000 par jour de trafic dans une fibre, vous ne supporterez pas que cette fibre puisse tomber pendant 2 heures, 3 heures sans qu'il y ait une redondance. Donc, en fait, l'importance d'une route, elle est faite par la redondance qu'on peut avoir sur cette route qui permet à ce qu'on puisse basculer d'une fibre à l'autre dès lors qu'il y a coupure. Et donc nous sommes aussi en train de travailler, et c'est pour ça que je pousse effectivement les personnes qui sont à la SCPT à pouvoir comprendre cela en disant que la fibre de la SCPT va être réellement valorisée que si nous avons une seconde route, une troisième route, une quatrième route, pour que les opérateurs puissent réellement utiliser cette fibre pleinement et ne puissent pas avoir recours aux satellites qui coûtent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus cher. Et les provinces? Alors les provinces, oui. Les provinces, c'est réellement un souci. Les provinces, c'est vrai qu'on ne s'attaque pas aux provinces maintenant. Nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle les dorsales, donc les backbones, donc les fibres interrégionales, ok. Et au niveau des provinces, effectivement, derrière, il faut ce qu'on appelle des boucles locales. À Kinshasa, nous avons déjà une boucle locale. À Lubumbashi, il y a déjà une boucle locale, mais qui est une boucle noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de lumière dedans, qui a été faite par un opérateur privé. Mais ce que nous sommes en train
de faire, c'est d'abord privilégier les routes principales. Maintenant, les routes secondaires, avec les différents projets que nous sommes en train de voir, nous allons voir dans quelle mesure est-ce qu'il serait possible de faire ce qu'on appelle un partenariat public-privé, que certains privés puissent rentrer, de manière à ce que nous développons beaucoup plus rapidement, sans pour autant que l'État perde la main dessus. L'État doit garder la main dessus, ça c'est clair, parce que c'est un secteur stratégique, mais pour pouvoir en fait booster ce secteur, il est tout à fait opportun à ce que les privés, donc les opérateurs qui sont déjà là, puissent venir nous soutenir dans la mesure du possible pour qu'on puisse avoir un service qui soit en fait service destiné aux utilisateurs finaux. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas vous occuper d'une station, vous ne pouvez pas en même temps vous occuper du backbone, vous ne pouvez pas en même temps vous occuper des rings, donc des boucles locales, et vous ne pouvez pas en même temps vous occuper du dernier kilomètre. Donc c'est un travail qui est gigantesque. Il va falloir répartir les tâches, quitte à ce que certaines tâches reviennent à des opérateurs privés, tout en sachant que l'État effectivement reste propriétaire de l'infrastructure. Albert Kabea, est-ce qu'on peut déjà rêver de la 4G? On peut déjà rêver de la 4G parce que les opérateurs aujourd'hui sont réellement poussifs et souhaitent que l'État puisse rapidement libérer la 4G. Il y a eu une demande de certains opérateurs directement auprès du Premier ministre pour qu'effectivement ça soit libéré. Depuis l'année dernière d'ailleurs, ils sont en train de toquer au portillon. Et donc c'est dire effectivement que derrière, ils ont compris l'opportunité. Et c'est à nous, l'État, de pouvoir saisir cette occasion. Parce que la 4G aujourd'hui doit s'opérer sur les fréquences que la télévision analogique occupe. Et donc la TNT doit être mise en place pour que cette télévision soit migrée vers la TNT et qu'on puisse libérer ces fréquences pour la 4G. Et donc la 4G est une opportunité pour les opérateurs, c'est une opportunité pour l'État, parce qu'effectivement l'État va toucher les frais de licence, et c'est une opportunité pour les utilisateurs qui vont voir leur vitesse augmenter. Est-ce que vous entendez parler 3G, 2G, 4G, LTE? Bon, c'est vrai, c'est des technologies qui sont similaires, c'est surtout la vitesse qui est différente. C'est-à-dire que c'est les niveaux de compression et le tuyau qui devient beaucoup plus grand et qui fait effectivement qu'on a une aisance beaucoup plus grande à télécharger, à suivre la télé sur Internet, à même faire de la voix sur Internet. Donc voilà, donc c'est toutes ces technologies qu'on nous apporte en une seule, dans une seule boîte. Et puis, ce que je souhaiterais, c'est que demain, nous ayons la box, comme en Europe, où effectivement, on vous met une box à la maison et vous avez tous les services qui sont intégrés. Et ça, la fibre le permet. On peut se permettre de rêver, effectivement. Sur ce rêve, Albert Kabea, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir suivi Regard sur les télécoms numéro 02. Nous continuons, la liste est longue. Nos invités vont se succéder à ce siège et nous allons éclairer votre lanterne en ce qui concerne les télécoms. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes là tous les mois et vous aurez des teasings qui vont annoncer cette émission sur les chaînes sur lesquelles nous diffusons. Merci encore une fois Albert Kabea et à très bientôt sur un autre sujet. Ravi. Bonne soirée.